9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face jusqu'à 10h. Vous pouvez continuer de réagir 0826 300 300 à tous les sujets d'actualité, et notamment celui que nous allons aborder. Je reçois ce matin un étudiant, Pablo Ladan. Bonjour. Bonjour. Vous venez d'écrire ce petit livre, La terreur violette. Comment ils ont détruit Sciences Po. C'est aux éditions de l'Observatoire. Vous dites, j'ai découvert à Sciences Po influence grandissante, dangereuse de cercles militants. Alors, le wokisme, etc., bien sûr, et d'associations ultra radicalisées. Et notamment féministe, quoi. Et vous n'êtes pas anti-féministe et anti-woke primaire, hein, c'est ce que j'ai cru comprendre en lisant en fait votre livre. Mais non, néanmoins vous avez écrit ce livre. Pourquoi déjà avez-vous, alors que vous êtes toujours étudiant à Sciences Po, vous c'était Sciences Po Poitiers, hein? Oui, c'était Sciences Po Paris sur le campus régional de Poitiers. Effectivement, j'ai observé à Sciences Po l'influence grandissante de ces cercles militants qui sont radicaux, qui sont vraiment tout puissants dans la communauté étudiante, qui imposent une forme de terreur idéologique, c'est-à-dire qu'ils refusent toute nuance, toute contradiction et toute voix divergente. Et qui s'applique à détruire méthodiquement la réputation, la vie publique et la vie privée de tout étudiant qui s'opposerait ou qui nuancerait le récit qu'il souhaite imposer. C'est-à-dire, sur quel thème, par exemple, alors, en particulier, je donne l'exemple du Pôle Violet, qui est une association dont la cause est évidemment parfaitement noble, hein, qui lutte contre les violences sexuelles, mais qui le fait avec des méthodes qui sont extrêmement brutales, en imposant une forme de justice parallèle, arbitraire, qui, in fine, n'a pour but que la destruction, véritablement, de jeunes étudiants qui ont 17, 18, 19 ans, et qui se retrouvent ciblés, harcelés, insultés, et qui finissent dans des situations... Mais dans quelles conditions, hein? Moi, j'ai lu, mais il faut bien le raconter, en fait, aux auditeurs. Il y a le témoignage, par exemple, de quelqu'un, un étudiant, qui a eu une relation avec une jeune fille, ou qui n'a pas voulu avoir de relation avec une jeune étudiante, qui du coup l'a accusé, en fait, hein, c'est ça. Exactement. En fait, j'essaye dans le livre de montrer toute la complexité des relations humaines, et notamment des relations sentimentales. J'essaye de démontrer que oui, parfois, c'est rare, mais cela arrive, des femmes peuvent mentir, proférer de fausses accusations. De jeunes filles, en l'occurrence. De jeunes filles peuvent mentir, proférer de fausses accusations à l'égard d'étudiants. Et là, ça a été le cas, puisque cet étudiant a été très vite innocenté. Et bien, dans ce cas précis... Jeune étudiant d'origine musulmane, qui ensuite ça a été blessé lui-même, quoi, bien sûr, et la honte de sa famille, quoi. Sur le campus du Havre, il s'est retrouvé du jour au lendemain jeté en pâture de la communauté militante, de la meute militante, et s'est retrouvé ostracisé par ces militants qui ont décrété que toute femme qui s'associerait à lui ou ne serait-ce que lui parlerait, eh bien serait elle-même ostracisée et mise à l'écart. Donc il a été exclu de toutes les associations étudiantes dans lesquelles il était engagé, associations sportives, et on lui a dit que pour retrouver sa place dans la communauté étudiante, il pouvait s'en sortir d'abord en versant une somme de 1 000 euros à une association étudiante, et en suivant un stage de sensibilisation aux violences sexuelles. Tout ça pour montrer cette justice parallèle, au fond, qui évolue en dehors de tout cadre juridique, qui est menée par des étudiants militants, et qui ne s'embarrasse pas évidemment de la preuve, qui ne s'embarrasse pas du principe de procès équitable à charge et à décharge, et qui utilise des méthodes extrêmement arbitraires et parfois très radicales. Oui, alors oui, parce que vous décrivez dans le livre quelqu'un qui, je crois que c'est une étudiante qui mène effectivement un petit peu les choses, qui le matin ne pense qu'à une chose, c'est d'aller mettre des pancartes, etc., bloquer en fait Sciences Po, et ne pense pas du tout au cursus universitaire, quoi. Est-ce que vous voudriez suivre, vous ? C'est ça, il faut savoir que lors de l'affaire Vichra, qui est donc l'ancien directeur... On va rappeler c'était l'ancien directeur de Sciences Po, qui avait été adulé lors de sa nomination, c'était un proche d'Emmanuel Macron, et puis il y a eu une affaire, c'est-à-dire que lui-même, dans son couple privé,
il a eu des problèmes de violence conjugale où avec sa conjointe, ils se sont un peu mis des coups, quoi, hein, bien sûr, des gifles, etc. Et à tel point qu'ils ont été devant la justice, bien sûr, quoi. Et là, c'était pas l'un ou l'autre, hein, c'était les deux finalement, quoi. Ça, et à la seconde où il a été mis en garde à vue, les militantes féministes ont considéré d'emblée qu'il était coupable, alors même qu'il n'avait même pas encore pu s'exprimer sur la question, et que sa femme était nécessairement la victime. Or, il s'est avéré lors du procès, et je le raconte dans le livre, eh bien que c'est lui qui était victime de violences conjugales, d'une terreur dans le couple qui était extrêmement violente. Évidemment, les militantes jamais se sont excusées vis-à-vis du directeur et ont admis leur erreur. Donc, ce qui prouve là aussi leur absolutisme idéologique et le refus de se remettre en question. Effectivement, après l'affaire Vichra, la direction était extrêmement affaiblie et ça a permis au militantisme féministe et néo-féministe de se propager, de prospérer et de mettre en place des méthodes qui sont très violentes et qui détruisent des étudiants. J'aimerais insister là-dessus parce que oui. je prends le cas de 4 étudiants qui ont accepté de témoigner pour moi, notamment un qui a été pendant 5 ans sur la base d'une accusation malveillante qui finalement s'est avérée mensongère, qui pendant 5 ans s'est retrouvé exclu de la communauté étudiante, qui pendant 5 ans rasait les murs, se faisait insulter dès qu'il mettait les pieds sur le campus, et il a fini en dépression, une dépression sévère. Il était sous anxiolytique, sous antidépresseur, et il m'a expliqué que pendant 5 ans, tous les matins, en arrivant sur le campus de Sciences Po, eh bien, il fixait le lampadaire sur lequel il imaginait se pendre. Donc, des situations qui sont extrêmement dramatiques. Mais alors, s'il y a eu ces situations dramatiques, hein, bien sûr, Pablo Ladan, c'est aussi peut-être parce qu'il y a eu, d'un autre côté, à un autre moment aussi, des abus, quoi. Non ? Parce que la direction de Sciences Po, alors qui ne s'exprime pas, en fait, dans votre livre, mais qui, par ailleurs, s'est déjà exprimée à de nombreuses reprises sur des faits, peut-être qu'elle estime que il y avait des choses qui n'allaient pas aussi avant, non ? Bien sûr. Il y a eu des violences, des agressions sexistes. C'est comme partout. Dans toutes les organisations humaines, eh bien, il y a des abus, et en particulier à l'égard des femmes. Et Sciences Po n'est pas épargné. Sciences Po n'a pas été épargné pendant des décennies et ne l'est pas ces dernières années. Simplement, là où avant, eh bien, c'est la justice qui prenait en charge ces faits, en enquêtant. Alors, avec certains diront oui, mais la justice ne s'en occupait pas suffisamment, quoi. Il y a sans doute des dysfonctionnements dans la justice, mais on ne se fait pas justice soi-même. On ne peut pas instaurer à Sciences Po, qui est l'école qui forme des magistrats, des avocats, peut-être des futurs ministres, on ne peut pas accepter qu'à Sciences Po, une justice parallèle et arbitraire se mette en place et soit confiée à des militantes qui s'appliquent à elles-mêmes un logiciel néo-féministe qui fait fi de tous les principes républicains et de tous les principes élémentaires du droit, à savoir la présomption d'innocence qui est remplacée par une présomption de culpabilité, la conviction qu'au fond toute victime, enfin tout plaignant dit nécessairement la vérité, et donc on ne s'embarrasse pas de la charge de la preuve ou d'un procès à charger à décharge. Oui. Pablo Ladan, vous restez avec nous jusqu'à 10h. Vous pouvez réagir 0826 300 300 à ce qui s'est dit. On va y revenir avec vous parce qu'on a parlé effectivement de cette radicalisation de certains et toutes les idées qui traversent en fait Sciences Po aujourd'hui. On en a beaucoup parlé, notamment à travers le conflit israélo-palestinien, bien sûr, qui s'est invité dans les salles de cours ou en tout cas dans les espaces de Sciences Po. On va en parler parce que vous dites à Sciences Po c'est comme au Far West, on prend d'abord, on juge ensuite. Et je voudrais savoir comment c'est perçu aussi par vous. Est-ce que vous allez être capable de remettre les pieds à Sciences Po avec ce livre extrêmement courageux, bien sûr. Nous poursuivons jusqu'à 10h dans La Vérité en face. 9h-10h, Sud Radio, La Vérité en face, Patrick Roger. La Vérité en face, la terreur violette, comment ils ont détruit Sciences Po. Témoignage d'un étudiant, Pablo Ladan. Donc, vous témoignez parce que vous avez vécu. Et alors, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous faites aussi des propositions. Vous n'êtes pas à la place de l'administration, mais vous faites des propositions pour éviter qu'il n'y ait certaines dérives aujourd'hui idéologiques, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Je fais des propositions sur 2 volets. D'abord, sur la gestion, la prise en charge des situations de harcèlement et d'ostracisme. Parce qu'à Sciences Po, en fait,
tout étudiant qui pense un peu trop à droite ou qui est un peu trop nuancé sur la question palestinienne, ou alors qui est pris pour cible par des accusations, qu'elles soient anonymes ou non. Enfin, tous ces étudiants sont ostracisés, harcelés, insultés. Mais c'est-à-dire ostracisés, ils ont le droit à la parole, de s'exprimer, non? Ils n'ont pas le droit? Alors moi, dans mon cas, par exemple, j'ai prononcé un discours lors d'un concours d'éloquence, discours qui se voulait féministe, enfin c'est comme ça que je l'ai écrit, que je l'ai pensé. Mais les militantes de mon campus l'ont volontairement mal compris, en tout cas ont feint une forme d'indignation, et la réponse a été extraordinairement brutale. J'ai été exclu de toutes les associations étudiantes, notamment de contradictions. Mais vous étiez peut-être un peu provocateur aussi, non? Dans votre texte. J'ai lu quelques passages. Ouais. C'était du second degré, mais qui à la fin est extrêmement explicite. Je commençais par associer les femmes à la nature, en décrivant les mécanismes prédateur d'une certaine élite masculine. Donc c'était un discours qui se voulait féministe et qui se conclut par cette phrase: l'homme sans foi ni loi, sans pitié ni vergogne, broie de sa patte grossière ce qu'il croit qu'on lui donne. Alors le message féministe était évident, mais la réaction a été volontairement brutale et violente, et je me suis retrouvé exclu et ostracisé, et donc j'ai vécu cet acharnement militant. Ensuite, j'ai été accusé de toutes les pires atrocités. Une militante, notamment, m'a pris pour cible devant un amphithéâtre entier de 300 étudiants, donc devant toute la promotion, en m'accusant d'avoir fait l'apologie du viol, d'être un macho, un violeur et ce genre de choses. Donc, j'ai vécu cette violence. Je sais les conséquences psychologiques que cela peut avoir. Mais c'est peut-être ce qu'elles avaient ressenti, non? Pour certaines. Je pense que si le discours avait été prononcé par quelqu'un d'autre, il aurait été évidemment compris et accepté. Le fait est que je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, qui n'appartient pas. Vous croyez vraiment que c'est ça? Moi, je pense qu'il y a une forme de... Là, vous faites un procès d'intention à certaines. Non, c'est ce que vous voyez dans la réalité. Je pense qu'il y a un refus, au fond, de laisser aux hommes la possibilité de tenir des propos féministes et de se revendiquer féministe. Or, moi, je suis féministe. Je considère que la cause féministe est belle, noble, nécessaire, et c'est pour cela que ça me désole de voir ces éléments extrêmement radicaux, par une forme d'opportunisme et d'instrumentalisation, utiliser la cause féministe pour servir leurs intérêts personnels et, in fine, en le vidant de sa substance progressiste et humaniste. Oui, c'est ça. Alors, les propositions, Pablo Ladan. Alors, j'ai proposé, par exemple, d'abord de réformer la CEIP, qui est une cellule d'enquête qui a été mise en place par l'administration et qui au sein de Sciences Po pour lutter contre les violences sexuelles, mais qui en réalité est composée exclusivement de femmes militantes. Donc déjà, ce qui constitue un biais, une forme de partialité évidente, et qui en plus évolue en dehors de tout cadre réglementaire, et donc se permet d'instruire uniquement à charge et de piétiner la présomption d'innocence des étudiants qui font l'objet d'enquête. Cette réforme, d'abord en créant une parité au sein de cette cellule d'enquête, ce qui est absolument indispensable, et en créant un règlement... Indispensable peut-être pas pour toutes. Il y a peut-être des femmes qui disent oui, mais non, ce ne sont pas forcément les hommes qui peuvent venir nous juger ou juger en fait des faits, quoi. En tout cas, moi j'ai été confronté à deux militantes qui appartenaient à cette cellule d'enquête et qui se sont montrées extrêmement véhémentes à mon égard, qui se moquaient de moi, qui ricanaient, qui m'inondaient de propos insidieux et voilà, et qui au fond ne recherchaient pas la vérité, qui ne cherchaient pas la manifestation de la vérité, mais qui cherchaient à me piéger. Elles ne m'ont pas indiqué mes droits, par exemple, d'être assisté d'un avocat. Et voilà, elles ont piétiné mes droits de la défense. Et bon, donc c'est cette proposition que vous faites. Une autre proposition ? Mes autres propositions, c'est de prendre beaucoup mieux en charge les situations de harcèlement et d'ostracisme, parce que de nombreux étudiants aujourd'hui appellent à l'aide de l'administration, mais sont balayés d'un revers de main. On met leur souffrance sous le tapis, on les ignore. C'est ce que j'ai constaté dans les témoignages de nombreux étudiants. J'ai cru comprendre que la direction de Sciences Po essayait de revoir les choses quand même, quoi, non ? Oui, en tout cas sur la question des dérives militantes, c'est évident. Mais sur la question du harcèlement et de l'ostracisme, je n'ai pas encore perçu une volonté de changer les choses.
Or, c'est un problème qui, moi, m'est remonté énormément. Je reçois énormément de messages depuis la publication de mon livre, d'étudiants qui sont harcelés, qui vivent reclus dans leur chambre, qui sont dans une détresse psychologique immense et qui ont besoin d'aide. Donc, moi, je propose la création d'une cellule d'enquête qui serait indépendante et qui investiguerait sur tous les faits de harcèlement, d'ostracisme, et qui permettrait à des étudiants de signaler des faits, par exemple, des insultes, du cyberharcèlement, ce genre d'intimidation, et de les remonter à l'administration pour que ce soit pris en charge. Alors ça, vous le proposez pour Sciences Po, mais aussi pour d'autres écoles. Est-ce que vous avez reçu d'autres témoignages d'autres écoles, d'autres formations, d'autres universités ? Oui, je reçois des messages de beaucoup d'universités, beaucoup d'étudiants d'autres universités qui m'expliquent que les mécanismes sont plus ou moins identiques dans leur université, dans leur école. Mais moi, j'ai quand même le sentiment qu'à Sciences Po, c'est particulièrement violent parce que les étudiants sont très engagés, très militants, très convaincus du bien fondé de leur lutte, et donc se permettent... ils peuvent. C'est né du wokisme, quoi, notamment, entre autres, hein, non ? Le wokisme, oui, en tout cas, l'idée qu'ils incarnent le bon, le pur, des causes qui sont nobles, et évidemment, on ne peut qu'être écolo, on peut qu'être féministe, on peut... Voilà, mais ils le font avec des méthodes qui, selon moi, frôlent le totalitarisme, en tout cas des méthodes qui sont autoritaires et violentes. Et c'est ce que je déplore dans le livre. Oui, il n'y a plus de nuances, c'est ce que vous dites. C'est ça, c'est un absolutisme idéologique qui refuse toute contradiction, tout esprit critique, toute nuance pour préserver le récit idéologique qu'il tente d'imposer. Est-ce que vous avez quand même confiance en l'avenir, Pablo, là-dedans ? Parce que quand on lit des courants qui traversent la jeunesse aujourd'hui, et le clivage de la société qui est encore plus peut-être profond chez les étudiants dans les universités et à Sciences Po, est-ce que vous avez malgré tout confiance ? Moi, ce livre, je l'ai écrit sans idéologie. J'ai tâché de décrire une réalité, un phénomène qui aujourd'hui prospère à Sciences Po et qui est d'une violence inouïe. Donc ça, c'est le premier objectif de mon livre. Ensuite, est-ce que c'est le reflet d'un mal-être, d'une polarisation plus profonde au sein de la société ? Je le pense. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ces dérives qui aujourd'hui prospèrent dans ce qu'on appelle la fabrique des élites à Sciences Po Paris, demain pourront contaminer le reste de la société. Et c'est ce que je crains le plus, au fond, parce que ces militantes du pôle violet, demain, elles seront avocates, magistrates, ministres peut-être. Et c'est la présomption d'innocence dans la société, dans le système judiciaire, qui sera fragilisée et remise en cause. Oui, merci beaucoup, Pablo Ladan. La terreur violette, comment ils ont détruit Sciences Po, c'est aux éditions de l'Observatoire. Voilà, c'est votre version, votre vision et des choses, et vous êtes venu l'exposer évidemment sur Sud Radio où toutes les opinions s'expriment. Dans un instant, c'est Jean-François Aquili qui va accompagner Gilles Gansman dans la partie média et la partie débat jusqu'à midi, où vous retrouverez André Berkoff ce midi, bien sûr de midi à 14h.